Le salon doré est orné du tableau de Girodet, qui représente l'apothéose des héros français morts pour la patrie pendant la guerre de la liberté. Tout l'entourage de Bonaparte affiche entre 25 et 30 ans, et cette société jeune et avide de plaisir entend s'amuser. Le soir, Hortense mène avec un entrain des farandoles, ou bien organise des bals. En juin 1801, des souverains d'Éthurie profitent du salon de musique de Joséphine. Les deux époux ont chacun leur chambre. Celle de Joséphine, agrémentée de nombreux miroirs et de tissus rouges pourpres, reflète son goût prononcé pour la couleur et les dorures. Sa chambre affecte la forme d'une tente à 16 pans, où l'aigle royal domine son lit. Le premier consul passe de nombreuses heures dans sa magnifique bibliothèque en mobilier d'acajou. Il lui arrive fréquemment à des heures tardives de s'y assoupir et de regagner ensuite sa chambre par un escalier dérobé. Entre 1801 et 1802, la plupart des conseils ministériels se tiennent à Rueil-Malmaison. Le projet de loi instituant la Légion d'honneur voit le jour sous le regard de Laetitia, qui ne le sachant pas encore va devenir Madame Maire. Suivant les vieux principes de chevalerie, Napoléon entend récompenser civils ou militaires selon leur mérite. Le projet sera voté en 1802 et les premières distributions de croix ne se feront qu'en été 1804 à l'église des Invalides. L'idée d'une négociation avec l'Église est probablement née des longues soirées de réflexion du premier consul dans sa bibliothèque de Malmaison. En tout cas, la plupart des négociations préalables se sont déroulées ici. Depuis la Révolution, la lutte contre l'Église a coupé la France en deux. D'un côté, les non-croyants, de l'autre, les croyants, qui ont vu des cérémonies comme le baptême, le mariage ou les derniers sacrements supprimés. En rétablissant la paix religieuse, Bonaparte souhaite réunir tous les Français. La signature du Concordat en juillet 1801 répond à ces prérogatives. En septembre de la même année, le premier consul décide de faire de Saint-Cloud une résidence d'été plus officielle que la Malmaison. Châteaux, jardins et dépendances mis à sa disposition permettent de recevoir en grande pompe les ambassadeurs étrangers. Dans la chapelle aménagée à cet effet, on procède à de nombreux baptêmes ou cérémonies officielles. En cette fin d'année, le grand ennemi de la France, Pitt, est écarté des affaires anglaises. Des négociations entre les deux pays ont lieu à Londres. En mars 1802, elles débouchent sur le traité d'Amiens qui offre une paix fragile à l'Europe. Napoléon, qui perce déjà sous Bonaparte, continue ses réformes en profondeur. De toutes les institutions, la plus importante est l'instruction publique. Tout en dépend, le présent et l'avenir. L'instruction publique, les finances, l'anticipation des crises économiques, la justice. Je gouverne. Je conserverai la puissance jusqu'à ma dernière heure. Oppose-t-il à tous ceux qui l'empêchent de mener à bien sa tâche. Les deux consuls, Sieyès et Ducos, en font les frais. Cambacérès et Lebrun les remplacent aux affaires. Au printemps 1803, le traité d'Amiens est rompu par les Anglais, qui estiment que la France n'a pas respecté ses engagements. Napoléon se rend à Boulogne. Il caresse depuis longtemps le rêve d'envahir l'Angleterre sur son propre territoire. Un premier plan d'invasion est établi. Il prévoit, outre la constitution d'une armée, la construction de 2000 bâtiments à fond plat destinés à porter 20 000 marins, 150 000 hommes et 9 000 chevaux. Le camp de Boulogne est établi. Les chantiers se multiplient dans tout le pays. Durant ses nombreux déplacements en 1803, le premier consul réside au premier étage du cossu petit château de Pont-de-Brique. En novembre, avec l'arrivée du gel, il se rend compte du danger que représenterait une expédition menée en cette saison.
En mai 1804, une nouvelle constitution permet à Napoléon Bonaparte de devenir le premier empereur des Français, tout en assurant sa succession par filiation. Le Premier Empire est né. Le problème le plus délicat reste d'amener Pie VII jusqu'à Notre-Dame. Pour cela, Napoléon décide de redonner au château de Fontainebleau sa vocation de demeure souveraine. C'est en effet ici que résidèrent les principaux rois de France. Il fait réaménager les appartements afin d'accueillir toutes les personnalités qui seront chargées d'accueillir le pontife lors de sa prochaine venue en France. En seulement 19 jours, on aménage 40 appartements de maîtres, 200 logements, des suites. Le plus gros du mobilier provient des Tuileries de Saint-Cloud. Des commandes sont passées aux ébénistes Jacob, des Maltaires, aux tapissiers Baudouin, Legendre, Décor. Prévenu de l'arrivée du pape qui se dirige vers Paris, Napoléon arrange une rencontre impromptue en forêt de Fontainebleau. Le pape est ainsi reçu au château avec une grande solennité par la famille impériale et la cour. C'est au cours d'un entretien particulier que Joséphine lui confie qu'elle n'est pas mariée religieusement avec Napoléon. 3 jours plus tard, le cortège se rend à Paris. Le sacre doit avoir lieu, comme prévu, le 2 décembre. La veille du mariage, l'oncle Fesch régularise la situation dans une chambre des Tuileries. Acclamé par la foule, l'empereur, vêtu d'un manteau de velours, accompagné de Joséphine et sa suite, arrive à Notre-Dame dans un carrosse traîné par 8 chevaux. Tous les maréchaux les précèdent. Le pape, abîmé dans ses prières, lui assure l'extrême onction, mais lui laisse se remettre lui-même la couronne. En cette nouvelle année, l'empereur des Français est de retour au camp de Boulogne. Il n'en a pas fini avec les Anglais. Il imagine un coup de bluff censé attirer les forces adverses aux Antilles. Pendant ce temps, il espère que la flotte franco-espagnole parviendra à temps pour appuyer l'armée de Boulogne, qui doit être transportée sur une flottille vers l'Angleterre. L'ordre d'appareillage ne parvient jamais à Villeneuve. Napoléon se retrouve seul face à ses illusions anglaises. La troisième coalition contre la France se met en place. Il n'y a plus de temps à perdre. Les troupes russes s'apprêtent à rejoindre l'armée autrichienne, prête à envahir la rive gauche du Rhin. Partant de Boulogne-sur-Mer, la Grande Armée se dirige vers l'est. Quelques semaines plus tard, elle débouche au nord de la Forêt-Noire. L'armée autrichienne rassemblée autour d'Ulm est encerclée et coupée de sa capitale, Vienne. Le général Mack et ses 27 000 hommes déposent les armes. Après la capitulation d'Ulm, l'empereur François fait demander une armistice à Napoléon qui refuse. La marche en avant continue. Les Français entrent dans Vienne, où Napoléon se fait remettre les clés de la ville. Il ne passe qu'une nuit au château de Schönbrunn, avant de repartir pour Austerlitz. Cette grande victoire est endeuillée par l'annonce d'un des plus grands désastres de l'armée française. L'armada franco-espagnole qui s'est réfugiée près de Cadix est surprise par les Anglais. C'est au cours de la fameuse bataille de Trafalgar que l'amiral Nelson est tué. En abordant le nord de Vienne, la Grande Armée, en état d'infériorité numérique, doit désormais affronter les troupes austro-russes. La manœuvre historique se déroule principalement sur le plateau de Pratzen. Cette position dominante est stratégique. Napoléon tente de déloger son ennemi en l'attirant vers le bas. Pendant ce temps-là, son armée reprend position. Grâce à cette manœuvre et aux importantes forces de cavalerie françaises, les troupes du général Kutuzov sont mises en déroute. La poussée de Lannes et de Murat parachève la victoire. La journée avait commencé dans le brouillard, elle se termine par le soleil d'Austerlitz.